Bienvenue à l'Université Laval. On est heureux de vous accueillir. Mon nom est Patrice Dallaire. Je suis directeur du CEPSI, qui organise avec l'École supérieure d'études internationales cette activité, naturellement avec nos partenaires. C'est une activité qui implique aussi le Cercle Europe et la chaire Jean Monnet, dont il sera question un peu plus tout à l'heure, et bien entendu le ministère des Relations internationales. Donc, sans tout ce monde-là, l'activité d'aujourd'hui n'aurait pas été possible. Alors, sans plus tarder, je vais inviter le directeur de l'École supérieure d'études internationales, Philippe Bourbeau, à vous dire quelques mots. Merci. Bonjour, merci. Merci de vous être déplacé. L'École supérieure d'études internationales, en collaboration avec le CEPSI, est fière d'organiser cet événement. L'École supérieure est une école multidisciplinaire sur les enjeux internationaux. On réunit plus de 6 facultés, 80 membres. Nous offrons un programme de maîtrise et un programme de doctorat. D'abord et avant tout, une maîtrise professionnalisante. Et donc, pour les étudiants dans la salle, sachez que nous offrons une maîtrise multidisciplinaire sur 4 enjeux ou 4 thèmes majeurs: commerce international, sécurité internationale, développement et études internationales de façon générale. On a un très fort taux de placement, avoisinant les 95%. On est une équipe dynamique qui va de l'avant. Et on est très fiers aujourd'hui qu'une de ces activités, parmi les soixantaines d'activités qu'on organise par année, celle-ci est une activité très forte avec plein de partenaires et nous sommes très, très, très heureux de pouvoir s'y associer. Et je remercie donc chaudement Patrice Dallaire et son équipe du CEPSI d'avoir organisé cette belle conférence. On accueille aujourd'hui 3 présentateurs. Yana Dreyer, que vous allez apprendre à apprécier très, très prochainement, spécialiste des questions commerciales européennes. Elle est la fondatrice et rédactrice en chef de borderlex.eu, la principale publication en ligne sur la politique commerciale européenne. Son principal objectif éditorial est le suivi de l'élaboration de la politique commerciale et les négociations commerciales de l'Union européenne. Avant de fonder son activité d'édition à Londres, Yana a travaillé dans différents groupes de réflexion et a écrit abondamment sur la politique commerciale et énergétique. Elle a travaillé au Centre européen d'économie politique internationale, l'Institut Montaigne et bien d'autres. Madame Dreyer participe ces jours-ci à un programme intense de présentation et d'échange avec la communauté d'affaires du Québec et de la Ville de Québec, de l'École supérieure d'études internationales et aussi du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Sébastien Platon du Centre de recherche et de documentation européenne et internationale de l'Université de Bordeaux, spécialiste en droit constitutionnel européen. Il interviendra au sujet du Brexit du point de vue de ses implications sur le droit européen. Et la participation, je dois mentionner, du professeur Platon a été rendue possible grâce à la collaboration du Cercle Europe et de la chaire Jean Monnet en intégration européenne de l'Université Laval, dont le titulaire est le professeur Olivier Delas. Et enfin, et non le moindre, Éric Kucharski, le directeur et développement d'affaires du Bureau de Londres d'Investissement Québec, et il interviendra en fin de séance afin de commenter les propos qu'auront tenus les 2 présentateurs. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente présentation-conférence et que vivement les débats et les échanges se fassent de façon respectueuse mais passionnée, parce que manifestement, le Brexit, pour avoir vécu en Angleterre pendant 3 ans, au moment du vote, ça attire à la fois les passions et le côté rationnel. Et il faut se le dire, dans les débats, c'est intéressant, mais c'est toujours intéressant et davantage plus intéressant d'ailleurs lorsque c'est fait avec respect et minutie et patience. Alors, bon après-midi. Bonjour, merci beaucoup pour cette excellente
et pour cette introduction. C'est mon troisième discours un petit peu que je tiens et j'essaie de ne jamais trop me répéter. Donc, je vais un petit peu parler du Brexit, un petit peu faire une espèce de mise en contexte sans entrer trop dans des détails techniques. Et puis peut-être essayer de voir au-delà sur les conséquences un peu géoéconomiques de long terme du Brexit. Alors, aux origines du Brexit, bon, la relation, nous le savons tous, la relation entre le Royaume-Uni et le projet d'intégration européen tel que conçu par des personnes éminentes comme Jean Monnet, ça a toujours été conflictuel. Mais il me semble, et là j'écoute beaucoup des personnes comme Evan Rogers, qui est l'ancien représentant du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne, qui est entré un petit peu en dissidence récemment, mais qui tient en ce moment des discours toujours très fascinants sur l'état du Brexit et de la négociation. Donc pour lui, l'origine est vraiment dans la question de l'euro. Du moment où le Royaume-Uni n'a pas rejoint l'euro, il y a déjà un processus de divergence qui s'est entamé. Ensuite, il y a eu la crise de la zone euro, donc qui est double. D'une part, elle est la conséquence d'une crise financière de 2008-2019 qui a quand même bien frappé l'économie du Royaume-Uni. Toutes les études un peu économiques ou économie politique montrent que les crises financières graves ont des conséquences politiques de long terme, de délégitimation des institutions établies et des élites établies. Les processus politiques sont toujours plus lents que les processus strictement économiques. Donc, malgré une reprise économique, il y a quand même eu une partie, en tout cas, de la population qui s'est sentie aliénée du système établi. Et en plus, en voyant ce qui se passait dans la zone euro, qui a elle aussi géré les conséquences de la crise financière sur les finances publiques, dans un contexte où la zone euro avait été établie sans qu'il y ait les institutions pour. Donc, il a fallu beaucoup improviser, faire des compromis difficiles. Donc, il y a la crise grecque, tout ça, ça a beaucoup marqué les Britanniques. Et ça a contribué à délégitimer le projet européen d'autant plus. Donc, dans un tel contexte où la Constitution britannique n'est pas écrite ni très claire sur quelle est la place d'un référendum dans un système à tradition de souveraineté du Parlement. Voilà, donc on a eu des ingrédients qui ont permis qui facilitent la crise que nous vivons politique autour du Brexit que nous vivons actuellement. Et donc voilà. Et ce qui se joue au niveau politique en ce moment autour de la ratification de l'accord de retrait, pour moi, c'est un conflit un peu constitutionnel entre une démocratie un peu plus plébiscitaire entre guillemets et l'affirmation toujours de la souveraineté du Parlement. Donc il y a une chose qui me semble que le Parlement a réussi à faire pour ceux qui espèrent qu'au moins si le Royaume-Uni se retire, que ce soit fait de manière un peu ordonnée pour amortir le choc. Donc ils ont réussi à empêcher un no-deal Brexit. Il me semble que la question maintenant est acquise. La question maintenant qui se pose, c'est celle de l'avenir de la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. À ce stade, ce qui a été négocié, et surtout cet accord de retrait, qui surtout prévoit une période de transition allant jusqu'à décembre 2020, extensible jusqu'à fin 2022, pour laisser le temps aux deux parties de négocier un accord d'avenir. Il y a la question de l'Irlande du Nord a été centrale dans cette négociation. Quelle sera la place de l'Irlande du Nord dans le système plus autonome britannique et le système européen pour éviter qu'il y ait une frontière dure sur l'île d'Irlande et sans quoi l'accord de paix de 1998, le Good Friday Agreement, sinon risque d'être mise en danger. Donc les spécialistes de questions douanières
se grattent la tête, enfin, se posent la question, scratch their heads, comme on dit en anglais, sur quelles sont les implications réelles de ce compromis bizarre qui a été conclu. On peut y revenir si vous voulez. Mais bon, voilà, ces compromis ont été faits. Et donc, c'est sur cet accord que le Parlement britannique, ensuite le Parlement européen, doit statuer. Mais il faut lire aussi cet accord en conjonction avec la déclaration politique qui l'accompagne, qui est, comme son titre l'indique, politique. Donc, il n'y a pas de valeur strictement légale, mais elle engage un petit peu quand même politiquement les deux parties, et qui prévoit, outre une coopération assez forte en matière de sécurité, politique, etc., un accord de libre-échange qui est intéressant parce qu'il... nous voyons là donc la vision vraiment très Tory du Brexit, qui est un accord de libre-échange classique, qui ressemblerait un peu à celui que le Canada connaît bien avec l'Union européenne, le CETA, avec des éléments de coopération en plus ou adaptés à la situation bilatérale. Donc c'est quand même un choc qui vient. Et le choc, il ne va pas venir tout de suite s'il y a l'accord de retrait, parce que tout, dans l'accord de retrait, les périodes de transition, tout reste pareil. Mais même à la fin 2020, probablement 2022 et encore probablement quelques années plus tard, soyons francs, là-dessus, c'est une sortie du marché unique. Et ce n'est pas rien. Donc le Royaume-Uni sort de l'orbite juridique européenne. Il va falloir défaire ce que Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, appelait l'omelette européenne. Quand je rejoins l'Union européenne, on a cassé des œufs ensemble. Et au niveau, tant des économies que des systèmes de production, des chaînes de valeur, des familles, des sociétés, on s'est très intégrés. Donc, les déchirements sont encore à venir. Voilà. Ceci dit, c'est ce que j'ai expliqué aussi déjà à plusieurs reprises, il n'y a pas de consensus dans la société britannique ni dans le Parlement, qui risque d'être reconfiguré, mais quand même dans la société elle-même sur quelle devrait être cette relation à l'avenir. Donc cette question-là pourrait changer, peut-être qu'on pourrait revenir à une union douanière complète. Peut-être qu'il y aura des parties du Royaume-Uni qui vont intégrer le marché unique si le Royaume-Uni accepte de faire des compromis en termes de supervision de la Cour de justice européenne. Je crois qu'un des intervenants après moi sera plus compétent pour se prononcer sur ces questions-là. Mais rien n'est figé dans le temps, mais la direction est là. L'objectif principal du Brexit étant justement de retrouver une souveraineté politique pleine, donc justement ne pas être dans l'orbite de la Cour de justice européenne, de mettre fin à la liberté de mouvement des travailleurs, donc qui est un des piliers de l'Union européenne, qui est fondé sur les 4 libertés de mouvement des capitaux, des services, des biens et des personnes. Donc voilà où nous en sommes. Je crois de moins en moins à une remise en cause de la décision de quitter l'Union européenne. Il faut noter que même le Parlement britannique lui-même, effectivement, il est composé de députés qui ont majoritairement voté pour rester. Ils ont accepté le principe du vote. Leur objectif premier, c'est de sortir de manière un peu plus ordonnée. Ils n'ont jamais pu se mettre d'accord sur la vision d'avenir, en revanche. Donc ça, c'est des élections plus tard qui vont probablement décider de ce qui va se passer. Les conséquences du Brexit, un peu plus à court et à moyen terme, mais à long terme, on ne sait pas ce que ça peut faire. Il se peut que sortir du système européen puis amène à une amélioration de la compétitivité britannique. Tout dépend des choix économiques qui vont être faits. Et tout dépend aussi de comment l'Union européenne elle-même va évoluer. À l'avenir, l'économie européenne fait face aussi à des nuages
il y a des turbulences dans un contexte à la fois de Brexit, qui affecte pas mal l'Allemagne notamment, qui est le moteur économique de l'Union européenne, mais le contexte de guerre commerciale avec la Chine, de guérilla commerciale avec les États-Unis, grosse incertitude sur les investissements notamment, donc s'il y a moins d'investissements, moins de croissance à long terme, etc. Donc à long terme, on ne sait pas trop. À court terme, moi je dis jusqu'à probablement une décennie perdue, parce qu'il y a il y a le choc du retrait. Il n'y aura pas encore de compensation par des accords de libre-échange avec d'autres pays, comme les États-Unis, c'est une priorité. Et même là, le fait de perdre l'accès au marché, enfin le marché naturel quand même, reste l'Union européenne, ce sont les grands voisins, c'est à peu près la moitié du commerce britannique. Et you can't wish Europe away en termes de commerce. Donc, il va falloir, et perdre cette intégration profonde va avoir des coûts. Voilà, donc il faudra surcompenser par d'autres moyens. Il faut que le système politique soit prêt à faire des choix potentiellement difficiles. Donc, nous verrons là-dessus. Pour l'Union européenne, le choc n'est pas des moindres non plus. C'est quand même à peu près 15% de la production européenne qui part. Il y a une asymétrie de qui est affecté à court terme par le choc du retrait. Les petits pays autour du Royaume-Uni, donc ça commence avec l'Irlande, mais aussi la Belgique, le nord de la France, les Pays-Bas, le Danemark, ces pays-là seront beaucoup plus directement affectés que au niveau macro, la France ou l'Allemagne, voire l'Italie qui est beaucoup plus lointaine, qui a ses propres problèmes par ailleurs. On n'a pas besoin du Brexit. Mais voilà, donc il y a une asymétrie qui aussi explique... Enfin, on va voir comment ça joue à l'avenir. Mais bon, choc relativement moindre qui explique que l'Union européenne, dans les négociations commercial à venir, sera dans un rapport de force. Il y aura une asymétrie quand même en général en faveur de l'Union européenne en termes d'accès au marché. En termes de géoéconomique, et c'est plutôt là que je m'inquiète un petit peu personnellement, moi qui suis une européenne par mon parcours familial, professionnel, personnel. Je m'inquiète un petit peu pour... je pense qu'il y aura une sorte d'affaiblissement à la fois de l'Union européenne et bien entendu du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni va se rendre compte qu'est-ce que ça veut dire d'être une puissance moyenne toute seule dans un monde qui devient de plus en plus turbulent. Il y a la montée de la Chine qui a de plus en plus de confiance en elle-même, qui n'hésite plus à montrer du muscle, qui en Europe, on l'a vu déjà, essayer de s'imposer, de diviser un peu les États entre eux, etc. Donc il y aura des pressions de ce côté-là. Nous avons déjà vu avec la Russie des petits jeux russes qui... il faut vraiment un petit peu surveiller ça. Donc les empoisonnements aux petits poisons, etc., sur le territoire britannique, qui est quand même une violation flagrante de leur souveraineté. Il y a les États-Unis qui sont... Bon, l'administration Trump est hostile au projet européen. Donc c'est clair, c'est articulé. Donc c'est pour ça qu'elle a abandonné, en fait, plus de 50 ans, voilà, 70 ans de soutien, de politique bipartisane, de soutien à l'intégration européenne et de soutien à la participation du Royaume-Uni à l'Union européenne, parce que c'est au niveau notamment de la sécurité, de la vision de l'alliance, de l'OTAN, etc., c'était quand même les Britanniques qui mettaient des freins à des projets par exemple français, en termes de vision sur la défense et aussi sur les questions commerciales. Donc là, en fait, les Américains perdent un petit peu leur porte d'entrée à l'Union européenne, mais en même temps, ça leur donne aussi plus de levier bilatéral vis-à-vis du Royaume-Uni. Donc je leur souhaite vraiment bonne chance dans la négociation commerciale à venir. Et l'Union européenne sera elle-même affaiblie. Elle est
peut-être moins en crise qu'il y a encore quelques années suite à la crise de la zone euro. Je crois qu'il y a une sorte de retour. On respire un peu plus, mais il y a quand même énormément de défis de politique interne à l'Union européenne qui vont nous absorber en tant qu'Européens très longtemps. Les questions l'érosion d'état de droit dans certains pays, les tiraillements géopolitiques, l'Ukraine, le Moyen-Orient, toutes ces questions-là qui vont aussi préoccuper les dirigeants européens à l'avenir. Et donc le Brexit, c'est un des problèmes, et pas le premier. Et là aussi, je m'inquiète un petit peu personnellement là-dessus parce que finalement, et c'est une question qui m'a été posée ce matin, quelle est la réflexion sur la relation d'avenir à avoir avec le Royaume-Uni? Au niveau des dirigeants, il y a quelques think tanks, il y a quelques penseurs indépendants qui ont commencé à faire des propositions. Quelle est cette relation avec le Royaume-Uni qu'on veut avoir? Il y a très peu de réflexions actuelles au niveau des grandes capitales sur qu'est-ce qu'on veut vraiment comme relation avec le Royaume-Uni dans le contexte actuel, à part des déclarations générales de on veut rester des amis, on veut coopérer en matière de sécurité. Il faudrait commencer à réfléchir à une architecture un peu plus élaborée et structurée. On est vraiment, au mieux, on n'en est qu'au début. Voilà, c'est ce que j'ai à dire et je reste surtout ouverte à des questions et à un échange avec vous. Merci. Je vous propose qu'on regroupe, ça va nous aider aussi nous pour le montage parce que vous avez constaté qu'on enregistre la conférence. On va regrouper les questions à la fin au niveau des 3 intervenants. Donc, gardez-les bien chaudes dans votre esprit et puis je vais tout de suite inviter le professeur Sébastien Platon à venir émettre un premier commentaire. Merci beaucoup, Monsieur Dallaire, et je remercie nos hôtes aujourd'hui pour discuter de cette question importante et de grande actualité. Alors, je tiens d'abord peut-être à m'excuser si mes propos ne sont pas tout à fait à jour, puisque j'ai pas regardé les actualités depuis approximativement 15 minutes. Donc, peut-être que tout ce que je vais vous dire à présent est complètement faux, mais bon, le rythme du Brexit fait que on est un peu happé par une immédiateté en renouvellement constant. Donc, j'espère juste que ce que je vais vous dire n'est pas complètement obsolète déjà. Je voudrais aussi remercier Madame Dreyer pour ses propos très intéressants qui mettent bien la focale sur les grands enjeux et peut-être revenir et rebondir sur certaines choses qui ont été dites. D'abord peut-être une petite chose, le no deal est-il vraiment évité? S'il y a bien une chose, je crois, qu'on a appris à la dure pendant toute cette affaire du Brexit, c'est qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et qu'il ne faut jurer de rien. On avait dit que cet accord serait l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne serait l'accord le plus facile du monde. On avait dit que jamais, au grand jamais, le Royaume-Uni ne participerait aux élections européennes de cette année. Il l'a fait. Boris Johnson avait dit qu'il préférerait, je le cite, crever dans un fossé, traduction approximative, plutôt que demander une extension. Il l'a fait. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment jurer de rien. Comme vous le savez peut-être, le Parlement britannique, samedi dernier, réuni en session exceptionnelle, je crois qu'il n'avait jamais siégé un samedi, un week-end depuis 50 ans, je crois, a décidé de ne rien décider. A décidé de ne rien décider pour des raisons techniques que je vais essayer de vous épargner, mais grosso modo, c'est pas un refus de principe. Il s'agit pour le Parlement de dire que puisque en droit britannique, l'accord ne peut entrer en vigueur dans le droit britannique, ne peut avoir des effets en droit britannique que si le Parlement britannique a d'abord adopté la loi d'application de l'accord. Il faut d'abord que le Parlement britannique vote la loi d'application de l'accord avant qu'il donne son accord global pour être sûr qu'il n'y aurait pas un no deal Brexit. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, puisque hier soir, le gouvernement a publié sa proposition de loi de mise en œuvre de l'accord de retrait avec l'Union européenne, qui est en cours de discussion aujourd'hui. Et donc, le gouvernement veut essayer de faire passer ça le plus vite possible, de façon à rester dans le délai
du 31 octobre, mais on a quand même une proposition qui fait quelque chose comme 115 pages, assortie, si ma mémoire est bonne, de 125 pages de notes explicatives, que donc on demande aux parlementaires d'étudier et de valider en quelques jours, alors même, et j'aimerais insister là-dessus, alors même que le gouvernement aurait pu publier cette proposition il y a déjà bien longtemps, puisque l'accord a chopé sur certains aspects importants, puisqu'il s'agissait de l'Irlande du Nord et d'aspects vraiment importants, mais 90% de l'accord n'a pas changé. Et donc, 90% de la proposition de loi de mise en œuvre n'a pas changé non plus. Et donc, le gouvernement aurait pu la publier il y a des mois, laissant aux parlementaires un luxe de temps pour l'examiner en détail. Au lieu de ça, ils vont avoir quelques jours. Donc, on n'est pas du tout encore à l'abri de ça. J'ajouterais aussi qu'il faut que le Parlement européen se prononce. En vertu de l'article 50, le Parlement européen doit approuver l'accord de retrait. Alors, que va dire le Parlement européen? A priori, vu que le Parlement européen a été en contact constant avec les négociateurs, il est peu vraisemblable que le Parlement européen refuse, mais déjà, on entend quelques voix un peu dissonantes, notamment côté allemand, qui commencent un peu à se gratter la tête concernant la position un peu bizarre qui va être celle de l'Irlande du Nord en vertu de l'accord. Puisque en vertu de l'accord, si vous avez vu, l'Irlande du Nord va faire partie de la zone réglementaire européenne, et donc les produits britanniques auront un libre accès au marché européen, mais fera en même temps partie de l'union douanière britannique. Et donc, les produits britanniques bénéficieront du tarif douanier britannique, etc., etc. Et donc déjà, des parlementaires allemands se sont inquiétés du fait que ça mettrait l'Irlande du Nord dans une espèce de position de zone économique spéciale, ayant un pied dans les deux mondes et donc bénéficiant du meilleur des deux mondes. Et déjà, ils s'inquiètent de ce que des entreprises allemandes pourraient choisir de se délocaliser en Irlande du Nord pour bénéficier de ces deux pieds dans les deux mondes. Donc, peut-être que ce désaccord pourrait se refléter au niveau du Parlement européen. Et puis, quelque chose dont personne n'a parlé, ou très peu de gens ont parlé, et c'est vrai que c'est assez peu probable, c'est la possible saisine de la Cour de justice. Légalement, la Cour de justice pourrait être saisie sur l'accord avant qu'il entre en vigueur et se prononcer peut-être en défaveur de l'accord en considérant qu'il est incompatible avec le droit de l'Union européenne, ou en estimant que cet accord ne peut pas être ratifié que par l'Union européenne et nécessite la ratification des États membres. C'est assez peu probable. C'est assez peu probable puisqu'il faudrait que la Cour de justice soit saisie par un État membre ou par le Parlement européen ou par la Commission ou le Conseil. Jusque-là, personne n'a donné signe d'une envie de saisir la Cour de justice, mais j'attire aussi votre attention sur le fait que si la Cour de justice n'est pas saisie avant l'entrée en vigueur de l'accord, elle pourrait éventuellement être saisie après. Et possiblement remettre en cause la validité de cet accord alors même qu'il sera rentré en vigueur, ce qui pourrait entraîner des conséquences tout à fait complexes que j'ai moi-même du mal à saisir. Donc, no deal Brexit, on l'a pas encore évité. D'ailleurs, Donald Tusk, le président du Conseil européen, a dit hier qu'il était en train d'examiner, que le Conseil européen était en train d'examiner la demande d'extension faite à contre-cœur par le gouvernement britannique, histoire d'éviter un no deal Brexit, mais on n'en est pas encore complètement à l'abri. Et peut-être aussi une chose sur les relations commerciales futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les enjeux essentiels ont déjà été fixés par Madame Dreyer. Quelques petites précisions juridiques. D'abord, la première précision juridique, c'est que la raison pour laquelle on a très peu d'éléments sur les relations futures, c'est parce que l'Union européenne, très tôt dans la négociation, a décidé de les distinguer en deux phases. L'Union européenne, très tôt, a décidé de dire d'abord, on règle la question de l'accord de retrait, du retrait, des conséquences immédiates du retrait. Et uniquement une fois qu'on aura mis ça derrière nous, on commencera à négocier les relations futures. Ce qui n'était pas la position du Royaume-Uni à l'origine, le Royaume-Uni qui voulait à l'origine discuter de tout simultanément. Donc c'est finalement la position de négociation de l'Union européenne qui a fait qu'on a finalement à ce jour que cette déclaration politique, qui n'a pas force juridique et qui ne fixe que des grandes lignes pour
la négociation de ces relations commerciales futures. La deuxième chose, là c'est un peu plus technique, c'est la question de la base juridique, mais c'est important. Autant l'accord de retrait est négocié sur la base de l'article 50, autant l'accord futur serait négocié sur une base juridique qui est tout à fait différente, qu'on appelle l'article 218. Et ça, c'est très important parce que l'article 218 est beaucoup plus exigeant que l'article 50. L'article 50 ne nécessite qu'une adoption à la majorité qualifiée par le Conseil, c'est-à-dire par les représentants des États membres. Et par ailleurs, a priori, l'article 50 ne nécessite pas une ratification par l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne, simplement une conclusion au sein du Conseil. Par contre, l'article 218, dans certains cas, nécessite, et d'ailleurs c'était le cas pour le traité entre l'Union européenne et le Canada par exemple, dans certains cas, l'article 218 exige l'unanimité au Conseil, ce qui veut dire que chaque État a un droit de veto. Et par ailleurs, un grand nombre d'accords commerciaux sont ce qu'on appelle dans le jargon européen des accords mixtes, c'est-à-dire des accords qui ne peuvent pas être conclus que par l'Union européenne toute seule, mais qui doivent également être conclus par l'ensemble des États membres, rendant le processus beaucoup plus long, même s'il y a quelques méthodes techniques qui permettent d'accélérer l'entrée en vigueur. Mais en tout cas, c'est un processus très complexe. Donc, il y a encore loin, et la période transitoire n'est censée se prolonger qu'au maximum que jusqu'à 2022, en vertu de l'accord de retrait, au maximum 2022, 2020 pouvant être étendu jusqu'à 2022 au maximum. Il n'est même pas sûr que ce temps soit suffisant pour négocier intégralement une relation commerciale. Et enfin, une dernière chose, pour ne pas monopoliser le temps de parole, c'est la question de la convergence réglementaire. Ça, c'est quelque chose de très important. Je voudrais un peu insister là-dessus. Dans les dernières années, au cœur des relations commerciales et des accords de libéralisation, il y a la question de la convergence réglementaire. Pendant longtemps, les accords de libre-échange étaient axés essentiellement sur les obstacles tarifaires aux échanges, techniquement les droits de douane. Sauf qu'on s'est rendu compte que se débarrasser des droits de douane, ça ne fait disparaître qu'une toute petite partie des frictions dans le commerce. Une grosse partie des frictions commerciales sont dues aux divergences réglementaires. Le fait qu'un produit est légal dans un État et n'est pas légal dans un autre État. Et donc la convergence réglementaire est au cœur des accords de libre-échange. C'est le cas de l'accord entre le Canada et l'Union européenne. C'est le cas de beaucoup des accords de nouvelle génération qui contiennent tous un volet convergence réglementaire pour éviter ces problèmes de friction juridique qui bloquent le commerce des marchandises. Alors vous allez me dire, le Royaume-Uni est dans une position idéale puisque, étant membre de l'Union européenne, il est dans une convergence réglementaire parfaite. Sauf que la question pour le Royaume-Uni, c'est pas tant celle de la convergence que celle de la non-divergence. Et là, la stratégie future du Royaume-Uni sera déterminante pour décider quelle sera la qualité de la relation commerciale future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Si le Royaume-Uni décide de diminuer de manière importante ses standards réglementaires en matière de protection de l'environnement, en matière de protection de la santé, en matière de droit du travail, de protection des travailleurs, etc., etc., plus le Royaume-Uni diminuera ses standards de protection, plus effectivement il deviendra compétitif et peut-être attractif, mais en même temps, et corrélativement, il diminuera d'autant les possibilités d'un accord large et global commercial avec l'Union européenne. Donc la stratégie du Royaume-Uni dans les années qui vont suivre le Brexit seront déterminantes. Et d'ailleurs, la déclaration politique dans sa deuxième mouture affiche ça de façon très claire en disant que l'intensité de la relation commerciale, ça n'était pas dans la première déclaration politique, l'intensité des relations commerciales futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sera proportionnelle à la convergence réglementaire entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, on croit, et beaucoup croient, avec la fin peut-être prochaine de cette épopée épuisante, par beaucoup d'aspects lamentables, que nous arrivons à la fin du Brexit. Mais en réalité, et ce sera mon mot de conclusion, les problèmes ne font que commencer. Je vous remercie de votre attention. Alors, Madame Dreyer nous a dit tout à l'heure que, à l'étape de la mise en œuvre d'un Brexit éventuel, on était dans la déconstruction d'une omelette. Je pense que le professeur Platon nous rappelle maintenant qu'au niveau du droit, on est dans les œufs brouillés.
Alors, on verra maintenant avec Éric Kocharski, qui est le nouveau démarcheur d'Investissement Québec à Londres, comment il va convaincre les entreprises qui sont présentes au Royaume-Uni de peut-être placer certains de leurs œufs ailleurs que dans le panier britannique. Avec tout ça, vous me donnez très faim. Bonjour. Je vais en fait diverger un peu de mes prédécesseurs en termes de contenu de conférence. Parlons un peu plus des relations Royaume-Uni-Québec au cours des dernières années et ce que je vois un peu comme l'avenir dans les quelques années à venir. Donc, très rapidement, Investissement Québec, on est le bras financier du gouvernement du Québec. Notre rôle est d'investir, de financer dans des entreprises québécoises, mais au sein de mon équipe, on s'occupe d'attirer des entreprises étrangères et des flux d'investissement étrangers vers le Québec. Donc, surtout, aider les entreprises à travers le monde de choisir le Québec pour s'implanter, pour s'installer. Comme M. Dallaire l'a dit, je suis le futur représentant d'Investissement Québec à Londres. Mon déménagement est imminent, donc j'arrive en période de pleine tourmente à Londres, mais une période qui est intéressante. Au fil des dernières années, en fait, j'ai travaillé beaucoup sur cette attraction d'investissement étranger pour la région montréalaise. Et ce qui est intéressant et ce qui est important à noter, c'est que le Royaume-Uni a déjà une présence assez importante ici au Québec. On parle de plus de 80 entreprises présentes sur le territoire québécois, représentant 20 000 emplois. Des grands groupes comme Rio Tinto, ArcelorMittal, le groupe Rolls-Royce pour tout ce qui est les turbines et autres. Et de plus en plus, ces dernières années, une hausse d'investissement dans les secteurs des services, services numériques tels que le jeu vidéo, les effets visuels, des entreprises en intelligence artificielle qui voient au Québec un intérêt de s'installer. Et mon rôle tout au long au cours de ces dernières années a été d'essayer de capter un peu l'attention des entreprises britanniques et de les inviter à considérer le Québec comme lieu d'implantation. Intéressant, le 23 juin 2016, je dirais le 24, en fait, au lendemain du référendum sur le Brexit, on aurait cru à une baisse de l'investissement direct étranger sortant du Royaume-Uni vers d'autres territoires pour des questions de baisse de la livre sterling, pour des questions d'incertitude économique et politique. En réalité, les flux d'investissement ont augmenté au cours des 3 dernières années. Selon les différentes sources que j'ai pu consulter, on parle d'une hausse de 12 à 15 % d'investissements sortant du Royaume-Uni, en grande partie au profit de l'Union européenne proche. Question d'entreprises britanniques mettant leurs billes dans le marché commun à proximité du Royaume-Uni et voulant continuer de fabriquer, de vendre et en fait, de faire du commerce avec l'Union européenne. On le voit surtout dans le secteur financier, où Dublin, Amsterdam, Francfort et Paris ont tous bénéficié en fait de déplacements d'activités d'institutions financières britanniques, surtout des activités de back-office, en fait, de gestion derrière, vers des grandes capitales européennes. Mais en même temps, le Québec, on a connu une hausse d'investissements directs étrangers du Royaume-Uni vers le Québec. On parle d'environ d'un flux d'environ 400 millions de nouveaux investissements au cours de ces 3 dernières années. Donc, c'était un peu un couteau à double tranchant dans le monde du développement économique, en fait, de l'attraction d'investissements étrangers. Et ça risque de continuer. En fait, le challenge, c'est que la lutte va être de plus en plus acharnée. Tout autre territoire qui souhaite séduire, en fait, qui souhaite promouvoir son développement économique par la croissance des emplois, par les flux d'investissement, a déjà monté son drapeau afin de faire sa promotion. Un des grands défis que je vois aujourd'hui, c'est que le Québec joue à armes égales avec tout autre territoire. L'accès au marché nord-américain qu'on mettait de l'avant grâce à l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, la sortie du Royaume-Uni fait en sorte qu'ils reviennent à un niveau, en fait un niveau où tout territoire a cette même compétitivité. Donc bref, je pars au cours des 3-4 prochaines années en essayant de mettre le Québec en fait sur la map, en bon anglais,
Et en misant sur ce que nous, on est capable d'offrir et de mettre de l'avant auprès des entreprises. On voit au Québec, en fait, des marchés importants au niveau des industries primaires ou l'industrie minière. Tout ce qui touche au domaine technologique, au niveau des services, le Québec et le Canada demeurent des portes d'entrée pour l'Amérique. Et c'est comme ça que chez Investissement Québec et chez mes partenaires de développement économique, on a toujours vu un positionnement vis-à-vis des entreprises européennes. Autre point intéressant, de mon point de vue, c'est qu'auparavant, le Royaume-Uni était un peu une terre d'accueil d'entreprises européennes qui souhaitaient se rapprocher de marchés anglophones et autres. Aujourd'hui, les entreprises européennes considèrent de moins en moins le Royaume-Uni comme lieu d'installation. Et donc, le Canada, étant un pays du Commonwealth, et étant gouverné par des lois similaires, devient une destination attrayante aussi. Donc, bref, et pour reprendre un peu ce que mes prédécesseurs, ce que Mme Dreher et le professeur Platon ont pu vous dire, en fait, on rentre un peu pas un peu, mais on rentre dans une période d'incertitude. J'ai retenu la notion de la décennie perdue de Mme Dreher. C'est clair qu'il y a de l'incertitude qui demeure et on n'est qu'au début des discussions et des négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Pour ma partie très égoïste de promouvoir le Québec économique, c'est une opportunité, c'est un moment de bien se positionner et de s'assurer qu'on est sur la map. C'est un tout petit tour. Je crois que la prochaine étape, en fait, c'est de passer à la période des questions. Merci. Je vais demander à Mme Dreher et au professeur Platon de venir nous rejoindre ici à l'avant. On a une quinzaine de minutes pour la période des questions, donc je vous inviterai à poser des questions concises, à dire à qui elles s'adressent, pour qu'on puisse faciliter le passage au micro et la réponse des questions. Ensuite, il y aura un mot de remerciement par Maître Olivier Delas. Oui et non. La question du déclin, oui et non. C'est clair que la perte du passporting rights affecte la place financière de Londres, surtout sur les produits dérivés, le clearing des transactions en euros. Donc là-dessus, c'est clair que c'est Francfort qui gagne. Ceci dit, la place financière de Londres est quand même globale. Donc, je m'inquiète peu pour elle en termes de capacité de réinvention. Ceci dit, probablement plus de croissance exponentielle, mais ça aussi, on est sur des tendances de long terme. Je pense que suite à même la crise financière, la re-régulation du système financier, on est dans une... Je crois on atteint un plafond. Voilà. Et donc, au niveau de l'Europe, j'étais assez surprise. Je suis revenue à Paris aussi. C'est un peu les contorsions du Brexit. Oui, la place pas de Paris, par exemple, a gagné, mais pas autant que ce qu'elle espérait. Francfort a gagné certaines business, mais pas non plus autant qu'ils ont espéré. Le fait que les grands pays restent assez peu compétitifs sur le marché de l'emploi, la fiscalité, ça pose un problème. Donc finalement, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont allés plutôt à Dublin, à Luxembourg. Il y a pas mal d'investissements en Hollande. Donc en fait, il y a une sorte de répartition, une dissémination. Beaucoup d'activités vont et ont été rapatriées sur New York aussi, notamment par les banques américaines. Donc en fait, je ne pense pas que l'Union européenne ait tant gagné que ça dans le Brexit, contrairement à ce qu'espéraient certains hommes politiques. Et si je peux rajouter très rapidement, il y a une société qui fait un sondage auprès de personnes travaillant dans l'industrie de la finance, qui est le International Financial Centers Index. Au cours des dernières années, en fait, New York est toujours la première ville, mais Londres n'a pas perdu sa position de deuxième ville. Donc, auprès de financiers à travers le monde, donc c'est un sondage sur la réputation de la ville comme place financière, Londres n'a pas perdu de grade suite à l'incertitude. Si je peux... Le micro fonctionne ?
Non, bon. Dans ce cas. Et si je peux rebondir aussi, du point de vue juridique, il y a quelque chose d'intéressant aussi par rapport à ce droit de passeport. La réglementation européenne prévoit la possibilité de forme de passeport light, d'accord, pour les entreprises des États tiers. Cependant, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, les passeports, ces droits de passeport pour les entreprises d'États tiers, déjà, donnent moins de droits que les passeports pour les entreprises européennes. Et puis surtout, et je reviens à quelque chose que je disais tout à l'heure, sont, pour les versions les plus favorables, conditionnés par un constat d'équivalence fait par la Commission européenne. C'est-à-dire la Commission européenne va regarder si la réglementation en vigueur dans l'État où se trouve l'entreprise est à peu près équivalente à la réglementation européenne en termes de surveillance prudentielle, etc., etc. Et donc, on se retrouve à nouveau avec le même dilemme dont je parlais tout à l'heure. Le Royaume-Uni, post-Brexit, aura deux possibilités. Soit il pourra décider de relaxer sa réglementation bancaire et sa réglementation financière, parce qu'il n'a jamais été très fan du carcan fixé par la réglementation européenne. Mais dans ce cas-là, les entreprises britanniques qui fournissent des services financiers seront moins susceptibles de pouvoir pénétrer le marché européen. Ou bien le Royaume-Uni décide de garder un pied dans le marché européen et de, finalement, aligner sa réglementation pas complètement, mais en grande partie, sur la réglementation européenne. Et donc, c'est autant de perdu pour la souveraineté retrouvée en matière réglementaire. Donc là encore, comme je disais un peu tout à l'heure, mais dans un domaine un peu différent, on se retrouve avec ce dilemme qui nécessairement s'imposera au gouvernement britannique très tôt après le Brexit de booster sa compétitivité en faisant un espèce de dumping réglementaire, mais dans ce cas-là, sacrifiant son accès au marché européen, ou garder un pied dans le marché européen, mais dans ce cas-là, sera obligé de procéder bon gré mal gré à une forme d'alignement unilatéral. En complément, je pense que ce que vous avez dit est extrêmement important et c'est vrai. C'est aussi vrai pour le numérique. C'est absolument vrai pour le numérique, où l'Union européenne a sa réglementation sur la GDPR, l'aspect des privés, et à l'avenir, ce sera de plus en plus fréquent, renforcera sa décision unilatérale de reconnaître telle et telle juridiction comme appliquant des normes de respect de la vie privée. Donc là aussi, pour le Royaume-Uni, qui est un des pôles, c'est peut-être le pôle le plus dynamique en termes d'économie numérique, de fintech, mais ailleurs, là aussi, ils sont dans un dilemme. Donc, alignement avec l'Union européenne pour pouvoir avoir un accès sans limite aux consommateurs et aux B2B européens, ou au contraire déréglementer, s'aligner un peu plus peut-être sur le système plus américain, ou TPP, genre les Australiens, etc., mais perte potentielle d'accès au marché européen. Donc il y a des choix stratégiques à faire, et nous verrons quel est aussi donc, le rapport de force dans la négociation avec les États-Unis. L'accord de libre-échange, les États-Unis mettent cette question en priorité sur la liberté de transfert des flux, etc. Donc c'est vraiment un space to watch, comme on dit. Je ne suis pas une experte en politique électorale américaine, mais il y a deux choses que moi j'ai constatées de mon côté en analysant à la fois les questions un peu géopolitiques dans mes jobs précédents et là en analysant généralement les relations transatlantiques au niveau plus commercial. On est dans un contexte de retrait de long terme des Américains du continent européen, sur la sécurité. Une volonté de désengagement, un désir de désengagement, de repli, et ça prédate, c'est vraiment d'avant, ça date clairement de l'administration Obama. Donc là, il y avait plus de scepticisme déjà vis-à-vis de l'Union européenne à cette époque sous l'administration Obama. Donc même si par miracle en 2020 Monsieur Trump n'est pas réélu, que nous ayons un dirigeant beaucoup plus poli, prêt à coopérer, je pense qu'il y a quelque chose qui c'est terminé. On est dans une nouvelle phase. Enfin, c'est terminé. On est dans une nouvelle phase, un nouveau monde qui s'ouvre et les États-Unis qui sont beaucoup plus concernés par la rivalité avec la Chine, qui voient l'Union européenne de plus en plus comme une sorte de rivale. C'est clair, sur le commerce, ça a toujours été un peu le cas. Il y a une rivalité dans la stratégie commerciale entre le modèle d'accord de libre-échange américain avec ses normes
ses normes et ses préférences, standards techniques, data, indications géographiques pour les noms, etc. Donc, ils perçoivent, comme ils se sentent un peu en déclin, ils perçoivent cette espèce de puissance normative européenne. C'est pas une grande puissance classique, mais c'est une puissance normative comme une menace. Donc, on va voir comment ils réagissent là-dessus, mais je pense que cette partie-là ne va pas disparaître, même si nous avons des nouvelles un peu plus rassurantes l'année prochaine. Il faut demander vraiment à un politologue spécialiste du Royaume-Uni ce genre de questions. Ce qui est clair en termes par exemple, j'ai déjà entendu au niveau des Écossais cette question de est-ce que le Northern Ireland, son statut potentiellement privilégié de pont entre les deux systèmes, il est clair que les Écossais, j'ai déjà entendu des bruits, vont être un peu jaloux. Donc ça c'est très clair. Il y a en ce moment en interne aussi une dispute aussi légale sur quelles sont les prérogatives respectives en matière de politique commerciale entre le centre et les devolved administrations. Donc, les devolved administrations ont déjà des prérogatives en matière, par exemple, de politique agricole ou de marché public. Ces questions-là sont traitées dans les accords de libre-échange. Il va y avoir une bataille institutionnelle. La question des devolved, ça va être une bataille difficile. Après, est-ce que les Écossais vont de nouveau voter et sortir ? Je m'abstiens d'un commentaire. En tout cas, les tensions intra-britanniques sont déjà en train de croître et ça ne va pas se terminer aussi. Enfin, on sera sur ce genre de conflit pendant très longtemps. Je peux juste rajouter quelque chose. Alors, je ne regarderai pas dans ma boule de cristal, je l'ai jetée il y a bien longtemps. Elle me sert de presse-papier désormais. J'ai constaté qu'elle marchait très très mal en ce qui concerne le Brexit. Donc, je ne vais pas regarder l'avenir, mais regarder le passé. En 2014, il y a déjà eu un référendum, comme vous le savez très certainement, sur l'indépendance de l'Écosse, qui est retourné négatif. La majorité des Écossais a souhaité rester dans l'Union britannique. Et n'oublions pas que l'un des éléments qui a joué pour cette décision, c'est qu'on leur disait « mais si vous sortez du Royaume-Uni, vous sortez de l'Union européenne ». Sauf que maintenant, les cartes ont changé, c'est en restant dans le Royaume-Uni qu'ils sortent de l'Union européenne. Mais ça n'est pas parce qu'ils sortiront du Royaume-Uni qu'ils rentreront mécaniquement dans l'Union européenne. Même si on peut assez facilement considérer qu'ils rempliront les critères puisqu'ils les remplissent déjà. Mais la question, je pense, découlera très nettement de la façon dont l'indépendance se produit. Si une éventuelle indépendance de l'Écosse est négociée avec le gouvernement britannique, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais si les choses deviennent plus tendues et que l'Écosse venait à déclarer unilatéralement son indépendance, je ne le crois pas, mais admettons, alors son éventuelle adhésion à l'Union européenne pourrait se trouver entravée par le veto de certains pays qui ont pour tradition et pour politique de refuser systématiquement la reconnaissance de pays qui ont déclaré unilatéralement leur indépendance. C'est le cas notamment de l'Espagne, en raison bien évidemment du problème catalan, qui par exemple ne reconnaît pas le Kosovo, qui ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo parce que le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance. Donc, encore une fois, en laissant ma boule de cristal servir de presse-papier, on peut regarder le passé pour dire que effectivement, il risque d'y avoir du mouvement de ce côté-là. C'est effroyable. J'ai combien de temps? 1 heure, 2 1 minute. Oh, ok, bien. Alors, une frontière. Déjà, il faut bien comprendre que la question de la frontière concerne les marchandises et pas les personnes, puisque le Royaume-Uni et l'Irlande sont tous les deux en dehors de l'espace Schengen et disposent d'une zone de circulation pour les personnes. Donc la question se pose pour les marchandises. Il faut comprendre ce que c'est une frontière pour les marchandises. Une frontière pour les marchandises, c'est une frontière réglementaire et une frontière tarifaire. Frontière réglementaire, c'est vérifier que les produits qui rentrent correspondent bien à la réglementation de là où ils vont, en matière sanitaire, phytosanitaire, etc., etc. La frontière douanière, c'est faire en sorte que les produits s'acquittent du tarif douanier.
Et donc déjà, ces deux frontières sont désynchronisées, puisque la frontière réglementaire va passer entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, alors que techniquement et juridiquement, la frontière tarifaire passe entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Mais c'est plus compliqué que ça, puisque en réalité, la frontière tarifaire a elle-même été découpée en deux, entre la frontière légale, juridique, et la frontière factuelle. C'est-à-dire que techniquement, l'Irlande du Nord reste dans l'Union douanière britannique, et donc les produits qui circulent à l'intérieur de l'Irlande du Nord sont soumis à l'Union douanière britannique et aux tarifs britanniques. Mais le contrôle se fait entre la Grande-Bretagne et l'île d'Irlande. Donc, charge sera faite aux pauvres douaniers de déterminer, sur la base de critères qui vont être fournis par ce qu'on appelle le comité mixte, c'est-à-dire un organe dans lequel sont représentés le Royaume-Uni et l'Union européenne, ils devront déterminer les produits qui entrent dans l'Irlande du Nord et qui s'arrêtent là, et les produits qui rentrent en Irlande du Nord mais qui risquent d'aller dans le marché européen. Pourquoi ? Parce que les produits qui s'arrêtent en Irlande du Nord, finalement, ils restent dans l'Union douanière britannique et donc ils peuvent bénéficier du tarif douanier britannique. Alors que les produits qui continuent doivent, eux, s'acquitter du tarif européen. Donc, en réalité, ce qui va se passer très probablement, c'est que tous les produits vont s'acquitter du tarif douanier européen, mais ensuite, les produits qui restent en Irlande du Nord et qui ne vont pas dans le marché européen seront remboursés de la différence. Maintenant, ne me demandez surtout pas comment les douaniers sauront qu'est-ce qui s'arrête et qu'est-ce qui continue. Il y a quelques indices, d'accord, il y a quelques éléments qui peuvent, voilà, mais globalement, comment ça va se passer, comment on va éviter les fraudes, voilà, je ne sais pas du tout. Mais grosso modo, c'est ça le compromis qui a été trouvé, qui consiste à déconnecter la frontière réglementaire de la frontière tarifaire et déconnecter ensuite la frontière juridique de la frontière factuelle. Et c'est une question, je reviens plus sur l'aspect politique de la chose. Donc vous avez très justement dit que certains s'inquiètent de la position compétitive de l'Irlande du Nord, mais aussi c'est une confiance énorme accordée par l'Union européenne aux douaniers britanniques. Dans un contexte où il y a eu déjà des problèmes sur donc les douanes britanniques qui ont fait passer des fraudes à l'importation chinoise. Moi, quand j'ai lu ce protocole, je me suis dit, quel est le rôle exact de la Cour de justice là-dedans? Elle est mentionnée, mais elle n'a pas de rôle direct. Et là aussi, donc vraiment le chef du comité du commerce international, Bernd Lange, il a sorti son tweet dans l'heure, disant on fait confiance comme ça aux douaniers. Donc ça va. Je ne sais pas si ça va pouvoir cette formule-là, il faut que c'est pas pouvoir vraiment survivre. Bah, pareil, boule de cristal, impossible, mais ça va être compliqué. Alors, merci à tous. Vous pouvez reprendre vos sièges et j'inviterai maintenant qu'on est tout près du dénouement de cette activité. Inviter Olivier Delas à venir dire le mot de la fin, quelques paroles de sagesse dont je suis certain qu'il est capable de nous entretenir et les remerciements d'usage. Merci Olivier. J'ai été affublé de bien des qualificatifs, mais celui de sage, c'est une première. Faut croire qu'avec les cheveux, ou plutôt l'absence de cheveux de plus en plus, ça vient. Non, je voudrais vous remercier parce que c'est un sujet qui est complexe, qui est passionnant. Passionnant parce que il y a derrière cela, d'une certaine manière, un formidable exercice de démocratie. Peut-être pas tellement celui du référendum, parce que j'ajouterais à ce que vous avez dit, Madame, qu'il y a dans le dénouement, dans la préparation de ces référendums, dans l'utilisation des frustrations britanniques, ici ou là, il y a un formidable jeu de politique politicienne mal gérée par le gouvernement britannique, tout le monde pensant que le référendum serait négatif, à commencer par probablement le Premier ministre de l'époque. Mais par contre, de voir, même si jamais des fois il me donnait l'envie d'arracher quelques cheveux manquants déjà, certains députés britanniques, je dirais dans un moment où on a tendance à déplorer, et les populistes en font leur chou gras,
que les parlements ne servent à rien, sont des validations de ce que décident les exécutifs, même si des fois on a envie d'en pleurer. Le Parlement britannique, il nous a déjà habitués, nous donne quand même un exemple de démocratie où on ne laisse pas tout faire et n'importe quoi, surtout le Premier ministre actuel. Car je me dis que Madame May doit doucement sourire. Car personnellement, je ne suis pas certain que Monsieur Johnson ait obtenu autant qu'elle avait obtenu. Et je pense que, les réactions très très vite des unionistes l'ont montré, parce que effectivement, et Sébastien, tu l'as bien montré, on vient de placer l'Irlande du Nord dans une situation très particulière, puisque comme Sébastien vient de le dire, une entreprise londonienne qui va importer des affaires à Belfast verra ses produits taxés, et s'ils restent à Belfast, ils seront remboursés. Donc ça place quand même cette Irlande du Nord dans une situation distincte. Nous verrons, car je pense que nos deux conférenciers nous ont donné rendez-vous pour... probablement on pourrait s'en reparler jusqu'au 31, mais au moins pour l'avenir, parce que l'avenir, effectivement, comme vous l'avez dit, est incertain. Mais permettez-moi, puisque tu m'as invité à la sagesse, de vous dire que, quoi qu'il en soit, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, mais la géographie est têtue, et le Royaume-Uni n'a pas quitté l'Europe. Et je pense que les deux entités doivent savoir raison garder et doivent ne pas oublier ce petit détail géographique. Donc, je tiens à vous remercier tous les trois pour ces exposés, ces éclaircissements. Et qui sait, peut-être nous retrouverons pour voir ce fameux accord, s'il vient. Je suis un peu d'accord avec vous, madame, dans quelques années. Moi, je ne suis pas persuadé qu'on va se redonner rendez-vous le 31 décembre 2020. Je pense que c'est une fadaise. Donc, je vous remercie tous. Et puis, je me félicite, même si jamais on fait partie de la même famille, de cette collaboration entre le CEPSI et le Cercle Europe. Et je puis vous annoncer qu'il va y en avoir d'autres qui vont venir. Donc, je vous remercie. Encore merci, madame. Merci, messieurs. Et donc, à la prochaine fois.